Bonjour à tous, je m'appelle Clément Rochat et aujourd'hui je vais vous parler de stratégie de test. Alors quand j'ai choisi le titre, c'était il y a quelques mois et 2016 ça faisait cool. Évidemment, hein, on va le renommer, on va dire que c'est plutôt en 2017. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui dans ce petit talk, c'est vous convaincre d'une chose, c'est que le test et le développement en général, il faut le voir comme un sport collectif. Alors, pour le voir sur un sport collectif, on va prendre un exemple et je vais utiliser une métaphore, vous me direz si elle est habile ou pas après. Si votre équipe était une équipe de foot, alors vous auriez vos développeurs. Ça serait plutôt des attaquants, plutôt des gens agiles, plutôt bien payés, parce qu'en général, c'est dans la chaîne ceux qui ont des salaires plutôt intéressants. Ils sont plutôt efficaces, plutôt innovants, ils ont envie de changement, ils créent du jeu, ils créent des choses. Bref, ils ont quand même pas mal de choses similaires avec nos développeurs. Ils sont plutôt agiles. Ensuite, on aura un milieu de terrain qui pourrait ressembler un peu à des MOA, des chefs de projet, des business analysts, des gens qui ont une vision du jeu, qui sont capables de le distribuer. D'ailleurs, ils aiment bien assigner le ballon plutôt que laisser les attaquants faire. Tiens donc. Et des fois, malheureusement, dans certaines équipes, ils ont plutôt tendance à compter combien de passes pour un but, le ROI, tout ça, hein, ça peut être le cas aussi. Ensuite, on a les testeurs. Alors les testeurs, ça pourrait être plutôt les défenseurs, hein, assez logiquement. Malheureusement, on est souvent dans des modes de fonctionnement où la stratégie est quand même très offensive. Et moi, j'ai un peu l'impression que quand on considère que le testeur, il arrivera pendant la campagne de test, ben finalement c'est un peu comme si on l'avait pas entraîné notre fameux défenseur, notre testeur, et puis qu'à la rigueur il avait regardé un peu les matchs à la télé, mais il s'était pas vraiment échauffé, et puis ben il arrive sur le terrain et puis il doit défendre, il doit éviter au ballon de passer. Un peu dérangeant aussi dans le fonctionnement. Et puis le dernier, le goal, ben, ça va être les ops. Par contre, ce goal, on l'a plutôt mis dans le camp adverse. Il est plutôt en train d'empêcher nos ballons de rentrer dans les cages. Alors, il y a une raison à ça, c'est que c'est pas tout à fait le même jeu. Et que envoyer, on compte pas les buts, on compte les ballons quand ils sont de qualité dans les cages. Sinon, c'est même peut-être ça peut être un vrai problème pour l'entreprise. Donc il va vouloir vérifier les coutures, il va vouloir si le ballon il est bien rond, etc. Bref, il a des objectifs qui sont pas forcément ceux qui vont être sur le terrain. Bon, voilà un peu la petite métaphore, la petite blague. On peut la continuer un petit peu. Tous ces gens, ils disent qu'ils jouent au foot. Si vous leur demandez à un joueur de foot qu'est-ce qu'il fait, il joue au foot. Alors pourquoi quand on demande à un développeur qu'est-ce qu'il fait dans la vie, il dit je développe des applications. Un testeur, lui il développe plus des applications, il les teste. Un chef de projet, il les pilote. Etc. On peut continuer sur la partie run, ils vont mettre en prod, etc. Et finalement, on n'est plus en train de jouer le même jeu. On développe du logiciel, mais par contre, tout le monde n'est plus développeur. Ce qui est plutôt une aberration. Et d'ailleurs, quand vous lisez le Scrum Guide, tout le monde s'appelle développeur dans le fonctionnement. Il y a quelque chose à creuser sur cette partie-là aussi. J'ai pris dans Wikipédia cette petite phrase sur l'esprit d'équipe. Dans les sports collectifs, l'esprit d'équipe pousse les joueurs à se reposer davantage les uns sur les autres, à développer et à utiliser des tactiques à plusieurs, ce qui est le contraire du jeu perso, et à se soutenir mutuellement en cas de baisse de morale. Le créer est donc un des principaux objectifs de tout entraîneur. Des fois, il nous manque un peu un entraîneur aussi dans nos équipes. Il y a cette idée d'esprit d'équipe, de tactique. La tactique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et aujourd'hui, quand on parle de stratégie de test, il faut mettre en place, il faut déployer des tactiques. Et aujourd'hui, c'est ça dont on va parler. On va évidemment pas en 15 minutes découvrir la solution, mais par contre j'espère que vous repartirez avec une idée de est-ce que vous avez une tactique déjà, une stratégie, et sinon comment vous en mettez une en place et comment vous mesurez, vous discutez de cette tactique. Un des premiers trucs qui vient dans la bouche des gens en 2016 et en 2007, je prédis que ça va continuer de plus belle, c'est le Behavior Driven Development, le BDD, le fameux BDD.
Et c'est sans doute une réponse à vos problèmes de jeu collectif. Alors le BDD, pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer de le faire vraiment en très peu de temps. C'est pas des outils. C'est surtout pas des outils, même si vous avez déjà installé 2-3 outils de BDD dans vos SI. Ça tient en ces 4 points pour moi. Avoir des conversations, construire des exemples ensemble. Ensemble, ça veut dire qui? Ça veut dire les testeurs, ça veut dire les business analysts, ça veut dire les développeurs. On travaille ensemble, on écrit des spécifications ensemble. Et ces spécifications, on va essayer d'en faire des exemples. Plutôt que de laisser quelqu'un dans son coin essayer d'écrire du pseudo-algorithme, on va plutôt essayer de définir un exemple clair, chiffré, avoir le moyen de calculer les choses. On va laisser au développeur l'algorithme. Normalement, c'est son boulot. Si on prend des ingénieurs, il y a une raison. Automatiser ces exemples. L'intérêt, c'est que une fois qu'on est capable de jouer un exemple et de l'automatiser, c'est un feedback qui va durer dans le temps. Et effectivement, si en plus on arrive à avoir des rapports qui sont accessibles par tout le monde et de préférence qui sont lisibles par tout le monde, c'est-à-dire qu'un comportement, un exemple, normalement mon utilisateur, il le comprend. Donc quand vous faites du BDD, vous faites des choses dont vous êtes fier d'aller porter devant votre utilisateur pour le faire valider. Donc là encore, il y a quelque chose qui est très important dans cette partie-là. Donc bref, s'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de BDD. Vous avez peut-être entendu parler des tri-amigos, c'est le terme qu'on utilise souvent pour décrire ces meetings, ces meetings de création de spécifications, de collaboration, de conversation. C'est vraiment l'idée qui est derrière. Alors si vous faites du BDD, qui fait du BDD dans la salle, dans ces équipes ou en tout cas dans le SI dans lequel il travaille? Alors bonne nouvelle, si c'est ça votre tactique, c'est plutôt bien parti. Par contre, si c'est que ça va être un vrai problème. Et on ne pourra pas appeler ça une stratégie non plus. Aujourd'hui, on a très souvent on cherche une solution finalement pour construire cette stratégie, pour réduire les campagnes de test, réduire tout ce temps, mettre les testeurs dans l'équipe de développement. Pour ça, il y a besoin de mettre en place des choses. Le BDD va y aider. Mais si vous laissez que le choix du BDD à votre testeur professionnel et expert, il y a beaucoup de choses qu'il faisait avant qu'il ne va plus pouvoir faire. Donc il va falloir aussi réfléchir à ça. Il faut donc discuter autour d'un plan. Vous avez ces images du coach sportif qui dessine des stratégies sur un tableau, c'est la même idée. Je vous propose cette façon de cartographier pour l'instant qui est assez représentative et très connue. Elle a été écrite il y a des années par Mike Cohn, mais elle est toujours d'actualité. C'est la fameuse pyramide de test, qui la plupart du temps, dans nos entreprises, se retrouve sous cette forme. Beaucoup de tests d'interface, d'IHM, des tests finalement quand on a livré le produit et donc on va pouvoir le tester. C'est nos testeurs qui n'ont pas accès au code, qui vont tester, qui vont secouer un peu l'application pour voir si elle marche. Et si votre pyramide elle a cette forme-là, c'est sans doute parce que justement on livre un développement à des testeurs qui n'étaient pas dans l'équipe et qui n'ont pas vu toute la phase de construction. Donc ils ont besoin de beaucoup de tests de ce côté-là pour faire. Ces tests, ils sont coûteux, ils prennent du temps. Il y a peut-être 15 jours, un mois de période de campagne de test. C'est la problématique. Ensuite, il y a des tests d'intégration. Donc là, on a des modules, on développe des choses, on essaie de les interconnecter pour voir si ça marche. Et les fameux tests unitaires, qui sont déjà en général très mal exprimés, c'est-à-dire que beaucoup de gens utilisent le terme test unitaire, peu de gens parlent de la même chose, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais finalement, votre pyramide, elle va sans doute ressembler à ça si vous êtes dans un fonctionnement en silo avec des équipes qui travaillent les unes après les autres. Cette pyramide, elle est évidemment instable, elle tient dans le mauvais sens. Donc déjà, un premier objectif, quand on parle de stratégie de test, c'est de trouver les moyens de faire ce qu'on appelle inverser cette pyramide. Alors, c'est pas l'inverser, la tourner dans l'autre sens, c'est plutôt faire descendre la plupart des tests plus bas, dans un centre de gravité plus bas, et finalement construire une pyramide qui ressemblerait à ça. Alors, c'est pas un objectif, arrivez pas demain en disant maintenant la pyramide, on va la faire comme ça, on fait des tests unitaires, on arrête nos tests, nos campagnes de tests, ça va évidemment pas marcher, parce qu'on n'a pas encore la confiance. Ce qu'on veut, c'est réduire, descendre le plus de tests dans la chaîne. Plus on fera des tests unitaires, plus on aura confiance. Si ces tests ils sont lisibles, si on discute avec les testeurs, avec les business analysts, on va créer des tests de qualité qui vont en plus
tester des choses très unitaires, mais de manière presque gratuite, au sens où en plus le feedback va être très rapide, donc il n'y a même pas besoin de faire d'aller-retour avec les différentes personnes. Le développeur sait qu'il y a un truc qui ne marche pas, il peut le corriger directement, et en plus, même si ça casse, ça se répare facilement. Donc plus on aura de tests unitaires, moins on aura besoin de faire des tests plus haut dans la pyramide, ceux qui sont coûteux. Donc toute l'idée, c'est vraiment de descendre les choses de ce côté-là. Je vous ai parlé de BDD tout à l'heure. Est-ce que vous avez une idée de où on met le BDD là-dedans? BDD, donc des tests fonctionnels. Ils sont partout en fait. Les tests BDD, on peut les faire au niveau unitaire. On peut très bien décrire du fonctionnel, décrire un comportement à un niveau unitaire, et on peut le faire aussi dans un outil où on va vraiment automatiser des tests d'IHM, des choses beaucoup plus haut niveau. Donc on peut en faire partout. Mais par contre, c'est des tests fonctionnels. Donc si on fait que des tests fonctionnels, aujourd'hui, il y a toute une partie des tests que vous connaissez, que vous pouvez peut-être réfléchir dans les tests qui existent dans votre système et qui sont complètement techniques. Le business analyst, il en a rien à faire de savoir que la version X de la librairie, elle fonctionne toujours, etc. Tout ça, c'est des tests techniques qu'il va falloir garder. Ils auront peut-être le même fonctionnement. On va peut-être faire du JUnit pour faire du test technique, et puis du JUnit ou un autre outil pour faire du test fonctionnel, pour faire du BDD, avec la fameuse syntaxe given ou then, donc le fameux Gherkin. Donc, déjà, cette pyramide, faut la regarder d'une autre manière. En fait, il y a deux pyramides. Il y en a une qui va permettre de discuter tous autour de cette fameuse cartographie pour savoir est-ce qu'on est à l'aise avec la forme de notre pyramide. Peut-être que vous avez une pyramide qui ressemble comme ça, peut-être que vous avez besoin d'une pyramide, enfin qui n'est pas une pyramide, mais plutôt en sablier ou quelque chose, parce qu'il y a un besoin et un contexte particulier chez vous. Donc voilà un peu l'idée. Donc si vous faites du BDD, c'est bien. Si vous n'en faites pas, faites-en. Et si vous faites que ça, faites pas que ça. On continue. Je vous propose une autre façon de visualiser les choses. Avec cette petite matrice qu'on voit ici et qui représente un peu plus déjà de famille de tests. Sur la gauche, vous avez tous les tests qui sont très techniques. La partie, vous le voyez là-bas ici, désolé, mon truc marche pas. La partie qui supporte le développement. Des tests très automatiques. Plus ils seront automatiques, plus ce sera simple de les garder et d'en faire des tests de non-régression aussi, d'éviter d'introduire des régressions. Vous avez les acceptance tests, le BDD, le fameux BDD, donc là, plus vers le haut sur la partie business, et puis des choses très techniques, les tests unitaires, les tests d'intégration qui vont être dans l'autre partie. Ceux-là sont automatisés, de l'autre côté, enfin plus haut, ils peuvent être aussi manuels. Passons de l'autre côté, sur la partie droite, vous avez tout un tas de tests dont on n'a pas encore parlé. Les tests exploratoires, d'utilisabilité, d'acceptance, toujours. Ça va permettre de critiquer le produit, de voir si on a bien développé la bonne fonctionnalité, la chose dont on voulait, et puis de voir si c'est bien ce que l'utilisateur attendait. Et puis il y a tout un parti de tests, les tests de performance, les tests de charge, de sécurité. Tests de sécurité, souvent les enfants... les vilains petits canards de nos tests, parce que aujourd'hui c'est à peu près évident que dans les silos on met les business analysts avec les devs, les testeurs dans cette joyeuse équipe. Aujourd'hui, qui a quelqu'un de la sécurité qui vient régulièrement dans son équipe pour voir si on fait les choses correctement? C'est loin d'être le cas encore. C'est en train de changer. Il commence à y avoir des outils, des choses qui permettent de tester, par exemple, un serveur d'application et toutes les failles en direct, au moins de manière nightly, pour dire, voilà, on a essayé telle faille qui est connue, on est rentré dans votre application. Donc faites attention, le feedback est déjà dans la nuit, donc il y a déjà un apport et finalement la partie sécurité rentre dans la sphère de l'équipe. Donc voilà un peu les tests sur lesquels il faut déjà réfléchir, voir si vous en avez besoin, voir comment vous les mettez en place, et donc vous allez pouvoir commencer à définir une stratégie. Par contre là, je vous ai toujours pas donné d'idée de concrètement dans une chronologie comment on fait pour organiser ces textes, à quel moment, avec qui, etc. Donc là, il y a besoin encore d'un petit truc en plus. C'est là que je vais introduire l'idée de pipeline de continuous delivery. Ces tests, on les fait pas tous dans les mêmes environnements, on les fait pas, c'est pas les mêmes personnes qui les font, on les crée pas et on les construit pas au même moment, et donc il va falloir
essayer de trouver une façon de traiter tous ces tests. Un pipeline de déploiement, ça ressemble à ça. Vous avez sur votre gauche une usine de build, votre Jenkins branché avec votre Git et votre Nexus si vous êtes dans un environnement standard Java. Ça peut être d'autres solutions. Mais en gros, quand je fais un commit, j'ai une usine qui est capable de construire le package avec mon application. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est que ce package, il va être immutable et agnostique. Ça veut dire que ce que j'ai construit ici, ça va aller en prod ou pas. Mais en tout cas, on ne va plus le modifier. C'est toujours l'usine qui construit ce package. Donc maintenant, j'ai mon pipeline, j'ai décrit 4 environnements qui sont à peu près standards. C'est peut-être pas les vôtres, mais vous arriverez à mettre des noms qui correspondent aux vôtres. Dev, intégration, UAT et prod. À chaque fois, si on a ces environnements, c'est qu'on teste des choses différentes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc imaginons mon développeur qui fait un commit, il a terminé. Dans un cas traditionnel, il va développer, il va mettre sur son environnement, il va tester, ça lui va, et il va déployer sur l'environnement du business analyst ou du testeur pour lui dire ça y est, j'ai mis aux petits oignons ton environnement, tu peux tester. Déjà là, on va changer les choses. C'est que on automatise tout ça, on a un bouton, et quand le dev il a terminé et qu'il est content de sa fonctionnalité, il tape sur l'épaule de la personne suivante en disant c'est bon pour moi, tu peux tester. La personne va sur l'environnement, appuie sur un bouton, récupère, construit un environnement qui lui correspond de manière automatique, même si on n'a pas les compétences techniques, et il va tester les choses. D'autres tests, d'autres façons de faire, etc. On va continuer jusqu'à arriver aux portes de la prod. Et si mon package il s'est baladé d'environnement en environnement et il a fonctionné à chaque fois, il va peut-être passer. Sinon, il va prendre la petite benne là, et à n'importe quel moment, on peut jeter ce package. On le jette, on le modifie pas, même quand c'est un peu trop tard et qu'il faut se dépêcher. L'idée, c'est que on repasse par les environnements, on teste le déploiement, etc., les différentes variables, tout ça, c'est ce pipeline, cette automatisation qui va nous permettre d'avoir la sécurité. Et si tout se passe bien, à la rigueur, c'est le client qui peut appuyer sur le dernier bouton et envoyer en prod. Ça, c'est un peu le Graal, mais bon, quand on parle de non-event release, c'est ça l'idée. Les tests unitaires, mes BDD, ils vont être lancés au moment de la construction du package. Mes tests d'acceptance, exploratoires, d'usabilité, je les ai mis là sur l'intégration, c'est peut-être plus sur l'UAT par exemple, sur des tests exploratoires, mais ils vont avoir leur place ici. Et qu'ils soient automatiques ou manuels, ils vont être dans ce pipeline, parce que ce pipeline, c'est pas un système poussé. On n'est pas en train de dire je vais pousser mon package jusqu'à la prod. C'est dans les différents environnements, on crée un système tiré où quand il a passé toutes les validations, on essaye de le tirer le plus proche de la prod. Et donc si mes tests passent, je continue, je préviens mon collègue à côté qui fait ses tests manuels ou automatiques. Si c'est automatique, ça ira très vite. Si c'est manuel, ça prendra un peu plus de temps. Mais en tout cas, c'est cadré. Et on va tirer comme ça les choses. Et on va avoir de la visibilité là-dessus. Donc on a nos tests ici, éventuellement d'autres tests que j'ai mis ici sur la performance, sur la sécurité, qui vont être un peu plus dans le système. Donc finalement tous les tests qu'on a vus depuis tout à l'heure, dans un pipeline, ils vont avoir leur place. Et chacun dans un environnement donné, peut-être chacun par environnement. Si vous avez la capacité de provisionner des environnements à la volée, chacun aura son environnement. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça n'empêche pas de faire du continuous delivery. Et voilà un petit peu l'idée et le fonctionnement de notre système. Si on doit garder un petit peu de choses dans cette presse, j'espère que je vous ai convaincu que cette notion de sport collectif, j'y crois énormément. Dans la construction d'une équipe, dans la construction des tactiques, dans le fait de savoir à quel moment, comment je vais tester et comment je vais livrer quelque chose de qualité le plus rapidement possible. Si on n'en discute pas avec ses collègues, c'est exactement comme dans la métaphore tout à l'heure du foot. Si les défendeurs défendent, les attaquants attaquent et que personne pense à remonter le ballon, ça passera pas. On a beau avoir des stars à chaque poste, des experts à chaque poste, puisque c'est bien ça dont on parle, des experts dans leur silo, s'il manque la collaboration, on n'aura jamais le fonctionnement qu'il faut.
Avec les outils ou les visualisations que je vous ai montrées, toutes ces visualisations, vous pouvez les mettre. Vous pouvez faire le tour, la cartographie, l'inventaire de tous les tests que vous avez. Essayez de reproduire cette pyramide, à quoi elle pourrait ressembler chez vous. Si elle est inversée, ben, il n'y a pas de souci, c'est un indicateur. Maintenant, travaillez, prenez des actions pour déjà augmenter sa base, gagner de la confiance, inviter les business analysts à regarder les tests unitaires qui sont plutôt fonctionnels des développeurs. S'ils n'arrivent pas à les lire, en général parce qu'ils s'appellent test 1, test 2, test 3, il y a sans doute un problème. Donc on peut faire des évolutions à n'importe quel moment, du moment que vous discutez ensemble, vous pouvez commencer à inverser cette pyramide. Donc c'est pas il n'y a pas d'excuse à avoir, il faut juste essayer de se parler un petit peu. Sans automatisation, vous aurez beaucoup de mal, évidemment, à avancer. Cette notion de pipeline, alors elle peut être faite avec des outils. Tout à l'heure, on voyait Excel Deploy, qui est un très bon outil pour faire ce type de travail. Il y a plein d'autres outils, et il y a surtout la version manuelle qui marche très bien aussi. Vous pouvez automatiser, scripter les choses, et ça fonctionne. Ça peut aussi fonctionner. On me dit que c'est la fin. Je crois qu'il n'y a pas d'autres slides. J'ai mis quelques références. Toutes les slides que j'ai fait là, la pyramide, la matrice, c'est des choses qui ont été écrites et dont les livres sont ici. Je vous encourage à aller voir ce qui se passe là-dessus. On a peut-être un peu de temps pour les questions. Voilà. On essaye sans le micro. Je reviens sur votre slide avec les packages qui se baladent d'environnement. Souvent dans les projets, on a des choses qui sont intrinsèques à l'environnement, des variables d'environnement, des choses comme ça. Ils ne peuvent pas être dans les packages. Comment est-ce que les gère? Il y en a un qui voudrait bien parler là, mais non, c'est bon ça. Il y a tout un travail sur, c'est justement l'intérêt d'avoir des outils parce que c'est plus simple, c'est d'avoir un dictionnaire pour ces configurations. Et quand vous avez un outil qui permet de pipeline de déploiement, d'environnement qui permet de le faire, ben, vous avez déjà des droits et donc du coup des dictionnaires avec des gens qui ont le droit d'accéder par exemple au dictionnaire de prod où il y a toutes les informations importantes et puis des droits plus étendus sur la partie dev. Donc l'idée c'est qu'avec ce dictionnaire, la construction de ce dictionnaire, tout au long du moment, enfin si vous êtes from scratch jusqu'au moment où vous arrivez sur la prod, ben vous allez construire ce dictionnaire peu à peu et vous allez faire évoluer chacun des environnements et avoir la bonne valeur dans chacun des environnements. Pour avoir un package immutable et agnostique, ça va être un des principaux freins si vous n'avez pas mis en place ou trouvé une solution pour construire ce dictionnaire à l'extérieur de votre package. Alors vous auriez vos développeurs, c'est plutôt des attaquants, plutôt des gens agiles, plutôt bien payés. Ça va devenir beaucoup plus compliqué. Ne serait-ce que parce que quand on a du test outsourcé, l'aspect BDD, Triamigos, le fait de construire ensemble, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Aujourd'hui, on ne peut pas créer du logiciel avec les préceptes d'aujourd'hui si on n'a pas cette activité avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du test outsourcé, mais ça veut dire que finalement, c'est un peu comme les tests de sécurité, les tests de performance qui sont derrière. C'est un harnais qui arrive un peu trop tard quand il est outsourcé. Ou alors, vous avez des moyens et vous avez vraiment construit une équipe et arrivé à rentrer des gens qui fonctionnent avec les mêmes objectifs. Parce qu'en général, quand on parle d'outsourcing, on peut arriver sur des problématiques de culture, on peut arriver sur des problématiques de communication, de qualité de la communication, ne serait-ce que les téléphones, les visios, les choses comme ça, d'objectifs, parce qu'en face, est-ce qu'on a quelqu'un qui sera toujours la même personne, etc. Finalement, il va falloir composer avec ça si c'est quelque chose d'important, mais de la même manière qu'on avait la pyramide tout à l'heure, il va falloir essayer de le réduire au strict nécessaire. Et tant qu'à faire, si on arrive à trouver les moyens à côté de le faire, peut-être que justement on va pouvoir dégraisser un peu, en tout cas la quantité de tests qui va être fait là-dessus. Aujourd'hui, j'ai pas d'exemple qui se passe bien. Tous les exemples sont plutôt dans le sens où on a changé le format des tests qui étaient faits outsourcés.
ils existent toujours pour des besoins particuliers, pour des sécurités dont on a besoin pour partir en prod, mais plus comme une campagne de test qu'on va essayer d'accélérer. On a terminé. Je vous remercie. Et bonne fin de conf.